Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire le BIM exploitation au service du Facility Manager. On avait une vingtaine de personnes inscrites. Ce matin, on a eu la session en néerlandais, en espérant que les autres vont venir fur et à mesure. Petite house rules, il y a votre micro qui est bloqué. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les mettre dans le chat. Martin et son collègue Nicolas vérifieront les chats et les questions Q&A. Ils vont vous répondre sur vos questions après, parce qu'on ne sait jamais si la réponse viendra déjà dans la présentation. Je laisse maintenant la main à Martin, qui est BIM Consultant chez Stereograph. Et je vous souhaite tous un bon webinaire. Merci. Alors, je vais partager mon écran du coup. Et je mets la présentation. Voilà. Est-ce que mon écran est visible? Oui. Oui, ok. Ça y est, bon, on démarre. Merci beaucoup de prendre le temps d'assister à ce webinaire de Stereograph, nommé le BIM d'exploitation au service du Facility Manager. Alors, on va un petit peu démystifier tout ça. Voilà l'ordre du jour. Donc, on va présenter succinctement les intervenants. Un petit mot sur Stereograph, donc la société. Puis, situer un petit peu ce que c'est que le BIM d'exploitation et le jumeau numérique. Et alors, le thème central, on va dire, c'est la data. Quels sont les enjeux, les objectifs et comment est-ce qu'on met ça en œuvre dans la gestion du patrimoine et la gestion facilitaire. Et puis la solution concrète qui est donc proposée et développée par Stereograph, qui s'appelle TIA Suite, avec ensuite des cas d'usage et des fonctionnalités qui peuvent vous servir dans votre tâche quotidienne. Voilà, et puis ensuite, il y aura un temps de questions-réponses, donc vous aurez la parole à ce moment-là. Si jamais il y a des questions en attendant, Nicolas, parce que moi je ne vois pas le chat comme je suis là, je vais te laisser gérer ça parce que je ne verrai pas les questions qui apparaissent. Je surveille ça, Martin. Merci. Voilà, alors on vous présente Manuel Gomez, qui est le directeur général de Stereograph, qui n'est pas présent, qui n'a pas pu se libérer malheureusement ici. Nicolas Fischer, qui est le directeur du développement, donc en charge de toute la commercialisation de Stereograph, donc globalement, dans le monde entier. Et moi-même qui suis consultant pour Stereograph, je m'occupe de faire le développement du marché belge, luxembourgeois et néerlandais. Voilà, donc je suis freelance et je me mets au service de Stereograph pour cette thématique-ci. Alors, Stereograph est une société française basée à Lille, avec un bureau qui s'est ouvert maintenant sur Paris. Il y a un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros et c'est en forte croissance. On double le chiffre d'affaires d'année en année et il y a actuellement 56 employés. L'année passée, ils étaient encore 20, donc une société en très forte croissance. Et actuellement, 6 millions de mètres carrés en gestion au travers de leur outil TIA dans 11 pays. Ça situe un petit peu je dirais, la dynamique et l'engouement pour la solution du BIM d'exploitation et le succès de Stereograph en cette matière. Alors, le BIM d'exploitation et le jumeau numérique. Le BIM, certains le connaissent, d'autres moins. Le BIM est un processus. C'est vraiment le cœur de la matière, c'est l'amélioration continue de la donnée dans le temps. Donc, ici, comme on est dans un secteur particulier, la donnée comprend aussi, je dirais, de la donnée graphique. Et en l'occurrence,
à la succession des plans qui étaient élaborés en 2D. Ici, maintenant, on est en mesure de faire ça à partir d'une maquette en 3D qui s'appelle donc le BIM, la maquette BIM, et auquel sont associées toute une série de données de propriété. Donc ça, c'est la particularité, évidemment, quand on travaille dans le secteur du bâtiment. Et le jumeau numérique, qui va être constitué des maquettes qui ont été élaborées, soit pendant le projet, soit après, donc un BIM, un rétro-BIM, comme on l'appelle, peut répondre à 4 enjeux. Il y a la valorisation du patrimoine, de votre patrimoine, grâce à une meilleure connaissance du bâtiment que vous pouvez acquérir grâce au BIM d'exploitation. Les enjeux énergétiques qui sont aujourd'hui très importants et qui nécessitent aussi des outils pour pouvoir gérer, monitorer tout ça. Vous avez la performance opérationnelle dans votre métier, où vous pouvez répondre de manière plus précise, plus rapide à des demandes d'intervention pour pouvoir sortir du reporting, etc. Et puis alors la performance réglementaire, parce que nous savons que toute la réglementation devient de plus en plus pointue et complexe. Donc le BIM est un nouveau contexte qui apparaît dans le monde de la gestion facilitaire, avec en plus de ça un monde de plus en plus connecté, avec des outils par Internet, des IoT, des appareils de mesure, toute une série de choses qui deviennent connectables et qui peuvent remonter de l'information. Et alors des contraintes environnementales et réglementaires qui deviennent de plus en plus complexes et qu'il y a besoin de gérer. Alors dans ce contexte-là, évidemment, une digitalisation devient un outil absolument indispensable et certains des clients réduisent en nombre d'employés mais et font face en fait à une complexification de leur travail et donc des outils deviennent indispensables. Alors l'enjeu de la data, quels sont les défis auxquels la plupart d'entre vous font face? C'est que la donnée est fragmentée, c'est-à-dire qu'elle est éparse, elle est répartie sous différents formats, dans différents endroits, chez différentes personnes, donc non centralisée. La donnée est reproduite 7 fois. C'est une statistique qui a été découverte donc, quand on a analysé tous les processus dans le secteur. Et donc, avec évidemment un risque, hein, c'est que cette donnée qui a trait à la même chose est des valeurs contradictoires et différentes. Une connaissance limitée du patrimoine à cause de justement ces difficultés à récolter l'information ou même à y accéder. Alors, dans le même contexte, évidemment, un problème de mise à jour de la donnée, parce que si on n'y a pas accès, comment est-ce qu'elle la met à jour et est-ce que les processus sont même en place pour effectuer cette chose-là, et donc toujours avoir une vue à jour du bâtiment qu'on doit gérer. Alors, un problème de reconnaissance et de la qualité des données, parce que même quand on en dispose, est-elle de bonne qualité? Est-ce qu'elle correspond à la réalité? Et alors, question du partage de la donnée, parce que quand on en dispose, eh bien, certains en disposent peut-être, mais d'autres pas. Comment est-ce qu'on la met à disposition d'absolument toutes les personnes concernées par la gestion du bâtiment? Et puis, une fois qu'on dispose de tout ça, mais encore faut-il la valoriser, c'est-à-dire d'en tirer les bénéfices pour pouvoir rendre plus efficace son travail, mais aussi pour proposer des services à valeur ajoutée à ses clients internes ou externes, et donc de générer un chiffre d'affaires complémentaire. Alors, une fois que cette bonne gestion est mise en place, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Qu'est-ce qu'elle amène comme efficacité, hein? Donc, cette connaissance et l'accessibilité, c'est d'une part la mise en place d'une information unique, grâce au fait qu'on va mettre les différents outils
en dialogue les uns avec les autres, on va décider à quel endroit quelle donnée va être gérée, stockée et maintenue pour éviter qu'elle soit présente à différents endroits. Une information qualitative et à jour, forcément, si elle est facilement gérable, il y a moyen de la vérifier, ensuite de l'améliorer et de faire en sorte qu'elle corresponde au bâti et donc qu'elle reste toujours à jour, y compris quand il y a toutes les modifications qui sont suite à des travaux, des interventions en tout genre. L'information disponible et partagée, pour faire en sorte qu'elle soit accessible à tous les intervenants, et puis donc une donnée valorisable, monétisable, et donc en fait qui va atteindre son but, c'est-à-dire d'apporter de la vraie valeur ajoutée, et puis de pouvoir générer des revenus supplémentaires. Alors la colonne vertébrale de la gestion facilitaire va donc être ce fameux jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est pas compliqué. C'est en fait tout simplement les maquettes BIM qui sont de l'architecture, de la structure, des différentes techniques HVAC, sanitaire, électricité et autres qui ont été élaborées pendant un projet ou à la suite et qui vont ensuite être déversées dans un outil qui sera sous cette forme-là et sous une forme qui est utile aux exploitants à pouvoir faire leur office et à leur fournir toute une série d'informations dont ils ont besoin. Donc ce jumeau numérique est composé en fait des maquettes. Alors ensuite, il va permettre d'exercer toute une série de tâches que vous voyez ici affichées à l'écran et qui donc le jumeau va servir de base, de référentiel pour que toutes ces tâches puissent être effectuées avec les bonnes données et pour les bons intervenants. Alors, quelle fonction est-ce que ce jumeau numérique va effectuer dans la gestion, votre gestion quotidienne? Donc, ce jumeau et l'outil qui va être présenté, proposé aujourd'hui, servira à maintenir la donnée. Donc, en disposer est une chose, mais comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle reste à jour? Comment est-ce qu'on va la partager, cette donnée, une fois qu'elle est, donc disponible et à jour? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'elle soit accessible aux différents intervenants? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces données soient centralisées? À un endroit, même si c'est différents outils, mais qui sont en liaison les uns avec les autres, donc à un endroit central. Et puis, comment est-ce qu'on va mesurer la qualité de ces données? C'est évident qu'en fait, la qualité doit être mesurable, donc c'est quelque chose qu'il faut pouvoir monitorer, qualifier, parce que, par exemple, quand un bâtiment est livré, la maquette numérique et tout le dossier as-built est livré avec. De quelle qualité est cette information quand on va demander à, par exemple, un maintenancier d'en prendre possession et de le faire vivre, d'améliorer sa qualité jusqu'à la fin de son contrat. Donc, ça doit être quelque chose qui doit devenir mesurable. Et donc, il y a des outils pour ça qui vont permettre de le faire. Alors, la solution qui répond à ces objectifs-là a reçu un nom chez Stéréographe, donc c'est l'application informatique qui a été développée, qui s'appelle Theia. C'est une solution pour créer, gérer, exploiter et valoriser le jumeau numérique. Donc, d'une part, on va le créer, c'est-à-dire les maquettes qui ont été élaborées, par exemple, pendant la conception et la construction d'un bâtiment. On peut accompagner ce processus pour assurer que ce soit de qualité qui soit suffisante pour la gestion patrimoniale dont vous allez vous occuper.
Et donc, le jumeau numérique est créé sur cette base-là. Ensuite, il va être géré. Donc, ça veut dire faire en sorte que toute la mise à jour soit bien effectuée, qu'il y ait l'ajout de données quand elle est constatée manquante ou déficiente, la correction de données éventuelles erronées, la mise à jour, etc. Pour ensuite devenir un outil vraiment d'exploitation, c'est-à-dire que quand vous avez une tâche à effectuer, eh bien que que vous puissiez vous référer en fait à cette source de données unique, hein, et que vous puissiez vous fier en fait et bien préparer vos interventions, avoir un reporting qui soit probant et correct et facile aussi à mettre en œuvre. Vous puissiez analyser par exemple sur l'ensemble de votre patrimoine toutes les données pour arriver en fait à une gestion efficace non seulement au niveau du bâtiment mais au niveau de tout un patrimoine. Et ensuite, la valorisation qui résulte en la réduction des coûts d'exploitation ou même l'augmentation de la valeur patrimoniale. Hein. C'est comme une voiture, je dirais, pour laquelle on a un carnet d'entretien. Ben ici, forcément, avec un bâtiment dont on peut démontrer que la gestion a été tout à fait bien suivie, ben, ça donne confiance à un acquéreur qui va donc forcément être disposé euh, à mettre plus pour l'acquérir. Alors, comment est construite la solution TA? Très succinctement, donc au service des opérateurs, des gestionnaires et propriétaires et des clients finaux, des usagers du bâtiment. Vous voyez le pictogramme avec 3 modules, donc c'est TIA Engine, TIA Connector et TIA Twin. La solution proposée en fait contient l'ensemble, mais comme ça vous voyez dans quel bloc les blocs vont le constituer. TIA Engine, qui est l'outil qui va permettre d'héberger et puis de restituer, de consulter en fait le jumeau numérique qui va aussi permettre le paramétrage, la customisation de l'interface pour répondre aux besoins de chaque profil d'utilisateur. Vous mettez cela en relation avec TIA Connector. TIA Connector qui est en fait un ensemble d'une collection de connecteurs qui vont permettre de connecter le jumeau avec toute une série d'outils de gestion facilitaire qui sont des outils FMIS, qui peuvent être des outils de GMAO, qui sont les IoT, qui sont les GTC. Voilà, tous des outils, un outil de gestion documentaire, tous des outils en fait sur lesquels vous basez votre gestion quotidienne et qui sont donc répartis dans une multitude d'applications différentes et qui vous demandent à chaque fois de vous connecter dans un outil différent pour voir telle ou telle opération. Donc ici, on va pouvoir remonter cette information et les connecter avec le jumeau pour avoir cette information accessible et disponible dans une seule interface et au travers du jumeau numérique qui est en fait beaucoup plus puissant parce que ça permet de contextualiser l'information. Et ensuite, le TIA Twin, qui est l'outil qui va vous permettre de faire la maintenance et la gestion du jumeau numérique. Donc c'est là, vous avez toute l'historisation en fait des données du jumeau et vous pouvez tracer en fait toute l'information au travers de cet outil-là. Et alors tout ceci va évidemment chercher, je dirais, ces informations dans une base de données, des données sources qui sont réparties dans les différents types de supports. C'est soit l'outil, l'architecture informatique en elle-même, ensuite ce qu'on appelle l'engineering, donc c'est tous les modèles 3D, les maquettes numériques et les plans, et ensuite tout ce qui est les outils opérationnels, donc les outils que vous utilisez au quotidien aujourd'hui. Alors,
Le jumeau numérique va vous aider dans 3 domaines qui ont déjà été évoqués. Donc c'est la valorisation du patrimoine au travers d'une meilleure connaissance ou grâce à une meilleure connaissance du bâtiment. La performance énergétique pour piloter le bâtiment au jumeau numérique et à cette interface. Et alors la performance opérationnelle qui va vous permettre de réduire vos coûts d'exploitation. Alors, on va parcourir 7 cas d'usage maintenant au travers de différents slides. Donc, un cas d'usage, par exemple, vous avez un contrat de nettoyage à conclure avec une société externe. Pour ça, vous avez besoin de connaître les surfaces de sol par typologie, de revêtement, et ou bien la surface vitrée. Donc, tout ceci peut être chronophage parce que l'information manque, ou bien au fil du temps, le bâtiment a changé et puis on ne dispose plus de l'information à jour. Et donc, à chaque fois, il faudrait se replonger, remesurer, etc. Donc, ça prend du temps et ça peut générer des coûts supplémentaires. D'ailleurs, à ce titre-là, je pense qu'il est bon de préciser ceci, c'est que dans différentes sociétés françaises qui ont, je dirais, fait l'analyse de ces données statistiques, ils ont pu constater qu'en moyenne, il y a 12 jours par an et par employé qui sont perdus rien qu'à la recherche de l'information. C'est considérable et donc si vous multipliez ça par le nombre de personnes qui sont dans la gestion facilitaire, vous allez voir qu'un outil comme celui-ci va en fait être très vite rentabilisé. Alors, un cas d'usage suivant, c'est la connaissance de l'état des équipements avec tout son historique, toute l'information associée. Vous gagnez du temps en fait grâce aux jumeaux. Vous pouvez contextualiser, en fait, situer en fait les équipements dans leur contexte, dans leur système dans lequel ils sont intégrés. Vous pouvez retrouver toutes les propriétés qui sont accessibles au travers du jumeau numérique et vous pouvez retrouver les fiches techniques, les notices d'entretien, les certificats de contrôle, etc., grâce au jumeau numérique. Alors, vous avez la maîtrise du patrimoine, le maintien des maquettes numériques. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un outil qui permet de maintenir les maquettes. Vous voyez ici dans le petit pictogramme, dans la ligne du bas, en fait, celui-ci représente le jumeau numérique. Et vous voyez que les 3 lignes au-dessus représentent chacune une maquette BIM. Une des maquettes qui vont être un composant du jumeau. Et donc, vous allez avoir à chaque mise à jour de la maquette une nouvelle version de cette maquette et qui va donc être déversée dans le jumeau. Et donc, on peut toujours historiser cette information. Chaque opération, chaque modification, qu'elle soit géométrique ou qu'elle soit au niveau de la data, est historisée dans l'outil TEIA. Et donc, il y a moyen de remonter. Et donc, quand il y a, par exemple, des responsabilités décennales ou des garanties ou autres, donc il y a moyen de retracer l'information, ce qui est en fait une donnée extrêmement utile. Alors, on passe dans les cas d'usage donc sur le plan de la gestion énergétique, où vous avez par exemple la possibilité de générer des tableaux de bord sur base d'informations intégrées et contenues dans le jumeau et provenant de différents outils. Donc, on les met en liaison avec le jumeau numérique, mais ça provient des IoT, des GTB et autres, de telle sorte que vous puissiez produire du reporting facilement
et de manière complète, et non seulement au niveau d'un bâtiment, mais au niveau de l'ensemble d'un patrimoine. Et donc d'améliorer en fait la gestion énergétique de l'ensemble du patrimoine. Alors, un autre cas d'usage, c'est la contextualisation des données chaudes, c'est-à-dire celles qui proviennent en temps réel de la part, par exemple, du GTC, et qui vont aussi permettre de l'automatisation d'actions pour piloter, par exemple, la performance. Alors, on voit ici, par exemple, dans l'illustration, des différentes pièces qui sont apparues dans différents codes couleurs. C'est lié en fait à la plage qui est autorisée pour la température intérieure de la pièce qui est monitorée en temps réel. Et donc, si on passe en dessous du seuil minimum ou au-dessus du seuil maximum, eh bien, la pièce apparaîtra dans une couleur qui donne une sorte d'alerte et qui permet de situer immédiatement où se situe, où est le problème dans le bâtiment, et qui va, au travers d'un workflow, vous voyez la deuxième image là, le workflow qui peuvent être implémentés très facilement dans Teia par vous-même, donc vous n'êtes absolument pas dépendant de stéréographe ou d'un opérateur externe, mais vous pouvez en faire appel évidemment à des gens externes, mais vous serez parfaitement en mesure de le faire vous-même. Et donc, ça peut, dans ce cas-ci, par exemple, une alerte peut être signalée, déclencher l'envoi d'un email à la personne concernée qui sera donc avertie pour prendre une action. Encore un cas d'usage ici qui est la performance opérationnelle. Là, par exemple, c'est la centralisation et la maîtrise des demandes d'intervention, qu'elles soient planifiées ou non, qu'elles soient gérées avec une GMA externe ou non. Donc, l'outil va permettre d'avoir une centralisation et une historisation de toutes les actions qui ont été effectuées. Donc, des interventions qui ont été effectuées sur un appareil, une centrale de traitement d'air ou une vanne ou n'importe. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très concret qui est donc très utile évidemment à des gens qui doivent faire de la maintenance sur des appareils ou des objets. Et puis vous avez la maintenance, dans le contexte de la maintenance opérationnelle également, la préparation en fait d'une intervention. Vous avez une demande d'intervention, vous pouvez contextualiser en fait l'intervention à faire, avec mise à disposition, par exemple, d'une photo 360 degrés. On voit non seulement dans la maquette où se situe le problème, mais on peut aussi voir, je dirais, la situation tout à fait réelle au travers de la photo 360, prendre les codes nécessaires, les marques, les types, les numéros de série et autres, pour que quand on envoie quelqu'un sur site, eh bien, en fait, on n'ait pas plusieurs déplacements à faire, mais qu'en une opération, on puisse effectuer les travaux. Alors, à la suite de ceci, je vais vous montrer une petite vidéo. En fait, c'est un des projets importants que Stéréographe a effectué en France. C'est avec Dalkia pour le client final qui est la SNCF, où en fait il s'agit ici de la maintenance de toutes les gares françaises et qui ont donc été entièrement modélisées et qui sont gérées maintenant à travers du BIM d'exploitation. Je vais lancer la vidéo et je vous laisse regarder. Permettant de connaître l'état d'un bâtiment en temps réel, d'optimiser sa gestion et sa maintenance grâce à un jumeau numérique. Cela vous semble impossible? Et pourtant, Dalkia, SNCF Gare et Connexion et Stéréographe lancent le premier BIM-GEM opérationnel à l'échelle d'une gare. Laissez-nous vous expliquer. Vous connaissez le BIM, ou Building Information Modeling?
C'est une méthode de travail interactive et collaborative basée sur des maquettes 3D du bâtiment qui rassemblent toutes les données statiques du bâtiment, emplacement d'une chaudière, d'un ascenseur, et les mettent à la disposition des parties prenantes, propriétaires, architectes, chefs de chantier, mainteneurs, gestionnaires de gare. Le BIM-GEM, lui, va plus loin. Il permet de visualiser en temps réel le fonctionnement du bâtiment et ses évolutions comme un véritable jumeau numérique. Cet outil unique permet ainsi de gérer son patrimoine en exploitation et en maintenance. Avec le BIM-GEM, on peut planifier, anticiper et optimiser n'importe quelle intervention technique sur la gare. En un clin d'œil, on consulte l'état du bâtiment, on comprend les incidents et on planifie les travaux. Les bénéfices et les atouts sont immenses. Un gain de temps considérable, des économies financières et une valorisation tangible du patrimoine. Cet outil comprend plus de 49 fonctionnalités innovantes, dont certaines contribueront à la transition énergétique grâce à la maîtrise des consommations. C'est sur cette technologie innovante que Dalkia, SNCF Gare et Connexion et Stéréographe réuniront demain les jumeaux numériques des 122 plus grandes gares françaises, une première mondiale. Cet outil, au service des mainteneurs et des exploitants, contribuera à offrir des gares plus modernes, plus efficaces et plus confortables aux 10 millions de visiteurs par jour. Ce partenariat ambitieux a commencé avec les prototypes des gares de Nîmes-Pont-du-Gard et Toulouse-Matabiau et couvrira à l'horizon 2024 60% du patrimoine de SNCF Gare et Connexion. Regardons maintenant de plus près comment le BIM-GEM est utilisé au quotidien par les agents de la gare de Toulouse-Matabiau. Lorsqu'un agent de maintenance doit intervenir sur une installation en gare, il est possible de trouver puis sélectionner précisément l'équipement sur lequel intervenir grâce au BIM-GEM. Visualiser le lieu d'intervention, consulter toutes les informations liées à l'équipement et à l'ordre de travaux, télécharger tous les documents techniques nécessaires et planifier les travaux en avertissant les publics concernés. Une fois l'opération effectuée, il peut modifier le jumeau numérique et le mettre à jour pour l'ensemble des utilisateurs de la maquette, tout cela en quelques clics. Alors, l'avenir, ça vous paraît si loin? Avec Dalkia, SNCF Gare et Connexion et Stéréographe, c'est déjà à portée de main. Voilà. Eh bien, ceci conclut la présentation. Je n'ai plus qu'à vous signaler ceci, c'est que il y a un cas client qui est disponible en téléchargement. Il suffit de scanner le QR code avec votre smartphone, donc le QR code qui apparaît à l'écran là, et donc il vous demandera de renseigner votre adresse email et la copie vous sera ensuite envoyée. Alors pour ceux qui n'ont pas de smartphone ou de scanner de QR code, si vous souhaitez, soit vous communiquer votre adresse mail au travers du chat ici pendant notre webinaire, ou bien vous faites savoir à Muriel ou Tania que enfin, voilà, vous souhaitez disposer du document en question. Eh bien, je ne peux que vous inciter, pour ceux qui ont, je dirais, un projet ou qui veulent en savoir plus, à me contacter par les coordonnées que vous voyez apparaître ici à l'écran, de sorte qu'on puisse convenir avec vous donc d'un rendez-vous et d'avoir une démo personnalisée pour parler concrètement du BIM d'exploitation à mettre en œuvre chez vous. Merci beaucoup pour votre... Il y a des questions peut-être entre-temps? Parce que je pense peut-être s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent l'avoir ou espèrent d'avoir une réponse. Bien sûr. Si vous avez des questions, je vous propose de lever la main. Il y a la petite réaction là, en dessous, sur votre écran. Il y a marqué hand opsteken. Thibaut apparemment qui veut. Ouais, Voilà, Thibaut. Thibaut, Voilà. dis-nous. Voilà, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Correctement. tout à fait. Voilà, j'avais deux petites questions. Donc, dans l'exemple que vous venez de montrer, donc on parle de BIM-GEM. Oui. GEM, ça signifie quoi exactement? Gestion, exploitation, maintenance. Okay. Super.
Et alors, ma seconde question, si je peux me permettre, c'est de savoir ce que vous pouvez répondre lorsque des clients potentiels ou autres vous demandent quel impact ils peuvent prévoir d'un point de vue financier, puisque vous l'avez exposé, vous avez dit qu'il y avait un gros retour sur investissement d'un point de vue maintenance, énergie et autres. Mais d'un point de- pour le quantifier, est-ce possible avant de lancer le projet ou est-ce qu'on a des statistiques déjà ou autres? Je vais laisser Nicolas répondre à la question. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui dans notre métier. Mhm. C'est quelque chose de difficile en amont d'un projet de dire pour vous qui êtes dans telle ou telle catégorie de clients, de dire vous allez avoir ça, ça ou ça. En fait, pourquoi? C'est pour deux raisons simples, hein. Et après, je vous donnerai peut-être des exemples qui vous parleront plus. Le premier point, c'est déjà de dire il n'y a pas un modèle de jumeau numérique ou il n'y a pas un modèle de BIM d'exploitation. Il y a autant de modèles que de typologies de clients et de typologies de bâtiments. Je vous donne un exemple, c'est vous gérez toute l'activité facilitaire, mais on a d'autres clients qui, eux, sont soit des propriétaires ou des gestionnaires ou des occupants finaux. Et en plus de ça, dans les typologies de clients qu'on peut avoir, on peut avoir des clients privés ou publics, du tertiaire, de l'industriel, des entrepôts, des parkings. Et effectivement, quand on gère un parking, c'est pas la même chose que quand on gère une tour de bureau. Et de ce fait, le modèle de jumeau qu'on va proposer avec les fonctionnalités, les usages qu'on va y associer, ils vont être différents. Et c'est pour ça que quand on commence un projet en amont, on va travailler avec vous justement sur la question fondamentale, c'est pourquoi, à quoi va vous servir le jumeau numérique? Et ça, c'est le point essentiel pour démarrer un projet qui soit pérenne, c'est de dire, on va travailler avec vous sur les usages et les fonctionnalités que vous allez pouvoir en attendre et ce que vous allez pouvoir en faire dans les grands domaines dont vous a parlé Martin. Alors après, effectivement, avec nos clients, on arrive à dégager maintenant, parce que ça fait 7 ans qu'on est en exploitation et que le produit il est concrètement utilisé par nos clients. Et de ce fait, on a des retours d'expérience dans différents domaines. Et c'est pour ça que je peux vous encourager, hein, comme le disait Martin, à ce qu'on puisse revenir vers vous et travailler plus en détail par rapport à vos propres spécificités, vos propres enjeux. Mais si je vous donne juste un ordre d'exemple, mais qui, encore une fois, n'est valable que pour notre client, on gère l'ensemble des parkings EFIA. Les parkings EFIA, c'est les parkings souterrains qu'on va retrouver sous les gares en France. On gère environ 120 parkings au travers de TEIA. Jusqu'avant TEIA, les parkings étaient gérés par des gardiens de nuit le soir à partir de 19h. Et de ce fait, il y avait une présence locale, etc. Donc, du coup, EFIA a centré l'organisation de la gestion de ces parkings la nuit, avec notamment les actions de contrôle commande pour lever des barrières, gérer les interphones, etc., auprès d'un pool centralisé sur Paris. Et ça lui fait économiser 1 million d'euros par an. Et là, j'en viens à mon deuxième point qui est de dire, donc là, maintenant, on a vu, c'était dépendant, le ROI, il est dépendant et tributaire de l'activité du client. Et le deuxième point, c'est aussi tributaire des actions et des process que vous avez mis en place sur les domaines que vous voulez optimiser. C'est-à-dire que si on prend l'exemple simple de la gestion énergétique, si on arrive chez un client qui a jusqu'à présent pas forcément mis beaucoup d'actions en place, ou un client qui a une gestion très fine avec des capteurs, des automates et une GTB bien paramétrée, on va pas avoir le même retour sur investissement. C'est ça un petit peu l'enjeu justement de pousser la démarche plus loin plutôt que de vous sortir des chiffres. On a certains, ouais, effectivement, certaines personnes sur le marché qui peuvent dire à la volée, c'est 10% d'optimisation pour ci, pour ça. Nous, on préfère pas s'engager là-dessus et plutôt travailler avec vous sur ce que vous attendez. Ok, super, merci. Ça dépend vraiment alors de ce qu'on va greffer sur le modèle numérique en fonction des services qu'on veut y C'est optimiser. ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas alors ça, c'est notre conception. C'est pas le jumeau numérique qui doit déterminer le process ou l'écosystème digital de nos clients. C'est vraiment l'inverse, hein. C'est à nous vraiment de pouvoir trouver la bonne place pour le jumeau numérique pour qu'il soit efficient et qu'il ait un intérêt. On n'est pas là pour faire un jumeau numérique juste pour se faire plaisir et pour que ça soit beau en 3D. Mais vraiment, il faut qu'on réfléchisse à l'écosystème dans lequel on va s'insérer pour avoir à la fois une aide au contexte, comme le disait Martin tout à l'heure, et également une automatisation de certaines tâches en faisant circuler l'information d'un outil à un autre, en historisant ces informations et en les mettant à disposition pour leur traitement ultérieur. Ok, super, merci. De rien. Il y a encore des autres questions? J'ai peut-être une question. On parle beaucoup de BIM. On parle beaucoup de BIM Gémeaux. Quels sont quand même, de votre avis ou de votre expérience, je sais pas le mot en français, les pitfalls
pourquoi les sociétés ne l'utilisent pas? Alors, si je comprends les freins à l'adoption, Non, oui, les freins, pourquoi? Ouais, en effet, c'est ça. le frein à l'adoption. Alors, le frein à l'adoption, c'est la conduite du changement, beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un marché émergent. Qui dit marché émergent dit beaucoup de, comment dirais-je, d'ambition autour de ce marché au vu de ce qu'on peut proposer, mais dit également forcément une appréhension du changement qui soit bien abordée. Et le frein principal, c'est vraiment le changement pour l'adoption. Parce que si on se dit que le jumeau numérique est la clé de voûte demain de la gestion de la donnée et de la data dans l'entreprise, et pour que ça ait un vrai intérêt et qu'on retrouve justement ces fameux ROI dont on parlait tout à l'heure, il faut forcément que les process puissent être optimisés autour de cette gestion de la data. Et si on veut optimiser notamment la gestion et l'exploitation maintenance, si on prend un exemple concret qui est la maintenance à proprement parler, le jumeau numérique a un intérêt pour optimiser d'un point de vue de l'efficacité, de l'efficience et d'un point de vue économique ses prestations. Encore faut-il que les entreprises veuillent bien jouer le jeu pour enlever un technicien quand les process sont revus, etc. Donc, c'est vraiment toute la dimension du changement nécessaire dans l'appréhension des sujets de manière globale. Parce que, et là, c'est aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est peut-être aussi la dimension économique. L'aspect économique, sur les coûts que cela nécessite pour modéliser un bâtiment déjà existant ou pour récupérer et faire un contrôle qualité et faire une phase d'endorsement sur une maquette numérique déjà existante sur un projet livré neuf, plus après le paramétrage du jumeau et l'interconnexion. En règle générale, ce n'est pas ça le frein au changement, parce qu'on est sur des coûts relativement aux coûts du facility management ou de l'exploitation de manière globale d'un bâtiment qui sont assez faibles. On a deux types de coûts. On a des coûts en build, c'est des coûts projet pour initialiser le projet, acheter la licence, interconnecter les différents outils. Sur ces coûts-là, on va être aux alentours de 3 euros du mètre carré en coût one shot. Donc, c'est pas forcément, on regarde des coûts globaux d'un bâtiment, c'est pas forcément un frein. Et ensuite, sur les coûts pour maintenir le système et pouvoir maintenir les process qu'on va mettre en place pour maintenir la donnée, parce que la maintenance de la donnée, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, on sera sur des coûts aux alentours de 1 euro du mètre carré. Donc là aussi, c'est pas forcément, au regard d'un coût de maintenance, c'est pas forcément quelque chose de négligeable, mais en tout cas, c'est pas forcément un frein. Y a-t-il des autres questions? Bon, si vous avez des questions après, de toute façon, on va vous envoyer l'enregistrement aussi parce que cet webinaire est enregistré. On va vous les envoyer comme ça, vous pouvez réécouter s'il n'y avait pas des choses qui n'étaient pas très claires. Les slides, je ne sais pas si on va aussi les envoyer en On peut les PDF. mettre sur le site. Oui, on va les mettre sur le site et vous aurez le lien. Oui, ce sera le plus facile. Ouais. Super. Ouais. Il me reste, Muriel, tu as la dernière slide? Oui, c'est fait, c'est lancé. Top. Voilà. Je vais voir ça, si je dois mettre ça plus grand. Ouh là là, attends, tu dois faire plus petit l'écran parce que je vois rien. Je peux pas. Il y a un problème avec l'écran, Muriel. Est-ce que vous voyez tous l'écran avec tout dessus? Oui, je Clair le et vois. net? Ben, chez moi, non. Oui, c'est bon pour nous, hein. OK. En tout cas, des questions, soit à Muriel, à Office de Belfa, elle fait sorte qu'elle les transmette à Martin et à Nicolas. Bien entendu, c'était un de nos activités. On essaie d'organiser pas mal de choses avec pas mal de thèmes. Il y a des choses en néerlandais, des choses en français et certaines choses en anglais. Ici, vous voyez tous le calendrier, ce qui est pour l'instant. Je vous invite d'y aller sur notre site belfa.be. Calendrier, vous voyez tout ce qu'on organise et regardez ça régulièrement parce qu'on ajoute chaque fois des nouveautés. Ceci était la première fois sur BIM
depuis très longtemps, on avait déjà fait des formations sur BIM, mais j'ai eu aussi une question de quelqu'un de voir quand est-ce qu'on faisait des choses sur BIM. Martin m'avait déjà parlé plusieurs fois. Je pense que c'était intéressant. Ça sera une première fois, mais pas une dernière fois, mais gardez le calendrier pour vous inscrire dans des autres activités qu'on organise. Voilà. S'il y a encore des questions sur le calendrier, vous pouvez me les poser maintenant. Sinon, je vous dis tous. Peut-être chose, Tania, parce que j'en ai parlé là tout à l'heure aussi. Pardon? Comme on Pardon? parle quand même, un projet, etc., peut-être pour Ah les oui, Facility les Awards. Facility Awards. Voilà. Ouais. On a chaque année, une fois par an, on a le Facility Awards. Une fois, c'est le Facility Manager of the Year et l'autre année, c'est le Facility Project of the Year. Le 30 mai l'année prochaine, ce sera le Facility Project. Si vous avez quelque chose où vous dites, oh, moi j'aimerais bien mettre ce projet à l'avance, vous pouvez vous inscrire ou envoyer un formulaire d'inscription jusqu'au 15 décembre. Et le formulaire, vous trouvez sur le site. Ça peut être tout, hein. Ça peut être une rénovation, mais ça peut être un projet digital, ça peut être un projet tout à fait différent. Tous les projets sont bons et le jury va voir quels 6 projets vont être nominés. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite tous une très bonne après-midi. Et drink, hein, donc chacun va à son frigo et puis on ouvre une canette. Voilà. Voilà. Et bon après-midi et à très bientôt.